Stay with the High Lord. You will be safe. Humans have no say in the law of dragons. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Fond du Chaudron. Ici, on vous parle de fées, de dragons, de loups-garous et de sorcières, bref, des lectures de notre book club fantasy, pour la plupart en anglais et quelques-unes en français. Le principe est simple, un thème, 4 lectrices et une longue conversation avec Lucie, Claire, Blandine et moi-même. Je suis Oriane et j'avoue, j'ai déjà lu des fanfics Reverse RM crossover à Cotard for Swing et si vous avez compris cette phrase, c'est que vous êtes au bon endroit. Hello, je suis Claire et mon type d'homme c'est grand, brun, cheveux mi-longs, super grumpy et qui va passer ses nerfs à la salle sur le ring d'entraînement. Donc tout sauf ton mec. Bah non, il est grand, brun et grumpy. Salut, je suis Lucie et s'il y a plusieurs MMC, c'est ok aussi. Je suis Blandine et mon personnage masculin préféré, ça n'est pas Kingfisher, c'est Cassian, bien évidemment. Vous l'avez deviné, le thème de cet épisode, c'est les MMC, c'est-à-dire les Male Main Characters, c'est-à-dire les personnages principaux masculins. Toujours dans la fantasy, bien sûr. Alors attention, si des petites oreilles sensibles traînent dans les parages, on vous conseille de mettre un casque ou de revenir plus tard. Et si vous avez moins de 18 ans, on n'est pas vos mères, mais peut-être revenez plus tard aussi. On adore nos book boyfriends, on adore nos shadow daddy, nos bad boys. Ils nous accompagnent dans nos rêves les plus doux, mais nous font aussi parfois agiter de beaux drapeaux rouges, les fameux red flags. Attention, mec toxique en vue. Les MMC, c'est un thème dont on a voulu parler dès le début du podcast. Et en fait, à l'origine, ce qu'on avait noté, c'était qu'on voulait parler des odeurs des personnages principaux masculins. Parce que c'est vrai qu'ils sentent le sel, ils sentent la foudre, le musc, la cendre, la neige, le bretzel, enfin ce que vous voulez. Est-ce que vous vous souvenez de pourquoi vous vouliez parler des odeurs? Bah, c'est vraiment quelque chose qui est hyper récurrent. Clairement, à la fantasy, tout le monde a un odorat surdéveloppé. Ou des odeurs de très chelou. Ah, mais justement, je voulais savoir, parce que tu vois, moi, à chaque fois, c'est vrai que je remarque à chaque fois qu'ils ont une odeur, genre, où t'es là, genre, hein? What the fuck? Alors moi, j'ai pris des notes, je vous préviens, je peux vous faire un quiz. Tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs. De l'eau? C'est moi. Le mal, le parfum des hommes. Le quiz parfum des MMC. On sort les odeurs et on doit deviner de quel personnage tu parles. Ouais, si vous voulez. Alors, qui sent le pain et la neige? Le pain. Ah, le pain est sur l'arbre. J'étais là, le pain et la neige. Ah non, pas le pain que tu manges, les aiguilles de pain, les aiguilles de pain. Non, ça pourrait être le pain que tu manges. Le sapin et la neige. Ça, c'est Rowan, Héros. Ouais. dans le trône de verre, dans la Ouais. saga de trône. Alors, j'annonce que moi, j'ai grillé ma cartouche sur ce coup-là parce que c'est vraiment le seul dont je me souviens. Ah, ok. Bon, attends, il y en a des faciles. Un facile. Qui sent la menthe et le cuir Ah si, ça y est. et le propre? Veden. Ouais, c'est Gléden. Ça aurait pu être... comment il s'appelle, le mec de Poppy, là? Ah, Jack Castile? Non. Ouais, Cassie, Non, c'est plus non. sympa pareil que Zayden. Ah bon? Je suis pas sûre Bah, qu'il si, sente c'est la la menthe. menthe, il sent la neige et quelque chose, la neige et le cuir, mais en fait à chaque fois c'est ridicule ces odeurs, on est d'accord? Bah attends, j'en ai un vraiment bien. Là, on va rentrer dans les un peu plus durs. Le sel de mer et le citrus. Bah, c'est Kingfisher, là. Non, je me demande si c'est pas Alexus. Non? C'est Attends, moi, ça me dit un truc. C'est Richard. Le sel de mer, mais genre celui qu'il y a sur ma cuisinière pour bout. Le sel de mer et citron. Je sais pas. Non, mais ça sent rien, le sel de mer, ça sent absolument En fait, Trissand, il a un prénom à la con, c'est parce qu'il est breton. Mais c'est comme ça que la sable dans son prénom. Oh, les embruns et le citron, quoi. Désolée, un prénom breton, c'est Ferguson, c'est Swazig ou Loïc, quoi. Les embruns, les agrumes et le quinaman. Et le beurre. Alors, la brume froide de la nuit et le cèdre. Bah là, c'est Alexus. Non. Toujours pas. Je suis nulle en odeur, moi. Je suis trop nulle en odeur. Attendez. La brume froide de la nuit Hunt? et le cèdre. Azriel.
Oui. Ah ouais. Ah, yes. Ah Et t'avais ouais. dit de la nuit en insistant, tu sais. Dès la nuit. De la nuit. Le vent neigeux et les braises. Putain, c'est nappe. Ah, c'est Castille. Ça, c'est Castille, non? Ouais. Non, Enfin, bah, c'est Cassien. Alors Pas loin le nom. Castille, Cassien. C'est Eh Cassien. oui, eh oui, eh oui. Eh oui. Blandine, elle a pas reconnu, là. Ah non, mais en fait, ça est devenu tellement ridicule, les auteurs des MMC, qu'ils sortent de ma tête parce qu'à chaque fois que je lis, je pouffe et je dis c'est bon, c'est tellement bête que je passe à autre chose et que ça devient plus du tout une caractéristique du personnage. Mais vous avez raison, Alexis Thibault, ils sont aussi le sel et je sais pas quoi, je suis en train de regarder. Ils sentent tous le sel, ce qui est très très je pense que c'est la étrange, parce transpi, que le cette, sel- hein. Oui, Santal, le bois de Santal, il y en a un qui sent le bois de Santal. mais la transpiration. Ouais, c'est propre. possible, j'ai pas Il faut cherché faire attention. plus loin. À Alors chaque oui, fois, ils c'est sentent ça la aussi, c'est qu'à transpiration chaque fois, on retient parce que c'est toujours des odeurs improbables et alors qu'en fait, quand tu lis tous ceux qui traversent, ils doivent juste sentir le fennec total, quoi. Ils doivent sentir la transpi, le cuir rance, la terre, je sais pas, le humus, si tu veux, au milieu, mais... Et en fait, à la fin, ils sentent la crevette. Et le Oui, Lucie. fois où il se brosse les dents aussi. Et ils en parlent pas beaucoup, ouais. Non, bah parce que peut-être ils se les frottent avec un bâton. Ouais, enfin, et dès qu'il y a un setting un peu médiéval, moi, dans ma tête, je suis là, ils ont pas de chaussettes dans leurs chausses en cuir. Ouais, exactement, j'y pense aussi souvent. C'est ton Roman Empire? C'est mon Roman Empire. C'est pas assumé dans la fantasy, le fait que les odeurs peuvent aussi être normales, parce que ça reste des humanoïdes, quoi. Et personne n'a les pieds qui puent dans la fantasy. C'est Claire. même les méchants, quoi, tu vois. Ah non, mais je suis désolée, les meufs, elles se font bouffer la chatte alors qu'elles viennent de passer 3 semaines en cheval. Enfin, à cheval, c'est un truc de dingue. Et là, on est content d'avoir fait le warning. Alors moi, du coup, j'ai une question. Parce que, certes, les MMC, jamais ils vont sentir l'homme le vrai, j'ai envie de dire. Mais en même temps, si on avait quelqu'un à côté de nous, genre toute la journée, qui sentait le bois santal, le feu de cheminée et l'orage, est-ce que ça nous plairait vraiment? Alors, perso, le feu, non. Tu sens... C'est pas possible. Tu sens le scout, c'est pas possible. Enfin, tu vois, l'odeur du feu, quoi. Après, il y a des odeurs qui sont plus ou moins agréables. Si tu sens le vent et les embruns, bon, bah, en fait, tu sens le propre, quoi. Je pense que c'est une façon pour les auteurs de faire comprendre que, bah, justement, il sent pas la transpi pourrie, qu'il sent pas fort, en fait. Bah, tu convoques aussi un imaginaire. Rowan, il sent la neige et le pain parce que ça évoque Terracène. Oui, C'est voilà, important, ça parle au cœur de l'héroïne, tu vois. les odeurs sont clairement parfois utilisées. On sent que voilà, ça sert à faire référence à quelque chose. Mais en même temps, j'ai envie de dire, un mec qui sent le bois de santal, au bout d'un moment, j'ai mal à la tête, quoi. Mon prof d'art plastique qui sentait le patchouli. Les héroïnes, principalement, en plus, se disent: «Oh là là, c'est fou, cette odeur, de bergamote et de cuir, je le reconnais, c'est lui». Bah, en fait, surtout, moi, ce qui me marque, c'est que souvent, elle note les odeurs des personnages principaux qui sont souvent leur love interest ou qui vont l'être avant même que, justement, il y ait eu des scènes intimes entre elles. Et t'es là, tu fais, mais à quel moment c'est quelque chose qui te marque chez quelqu'un je sais pas, moi, je vais boire des coups avec mes collègues, je suis pas là en train de les renifler pour me dire tu t'es pas lavé ce matin ou ah ouais, il est sympa ton Dior homme. Enfin, tu vois, je veux dire, t'es pas sur ce genre de truc quand t'es pas dans l'intimité. Je trouve que c'est compliqué de se dire ah ouais, il y a une odeur qui est très prégnante, sauf à ce que le mec sente la mort. Non, parce que regarde, une bonne odeur de lessive, par exemple. Moi, j'ai des très bons souvenirs, de choses comme ça, mais je suis pas sûre que, les yeux bandés, j'arriverai à reconnaître une personne à son Mais oui, on est d'accord. Non, mais là, je pense ce qui nous choque, c'est que là, toutes les odeurs qu'on décrit à chaque fois, c'est l'odeur de la peau. Et donc, il faut déjà être très proche de la personne pour le sentir. Ce qui est, comme tu l'as dit, Blandine, pas toujours le cas parce qu'en général, elles notent leur odeur avant même qu'il y ait des scènes intimes. Après, je me dis peut-être, comme souvent c'est des fées ou des trucs comme ça, ils ont peut-être une fonction auto-nettoyante, un peu comme Legolas, tu vois.
Je pense dans le Seigneur des Anneaux, ils ont tous l'air de vieux clodos. Ils doivent sentir le fennec de l'enfer. Et Legolas, il se lève 3 heures avant tout le monde pour se lisser les cheveux. Il y a pas une scène comme ça, même dans Acotar, où Rhysand, il nettoie fer d'un claquement de doigts? Ça vous dit rien? Ouais, oui. Il y a ça, ouais. Il y a ça aussi il y a beaucoup ça, parce qu'il y a un sort dans les Harry Potter, ouais. Mais même dans Harry Potter, pour l'histoire de ce sort-là, elles disent quand même que c'est genre nettoyant surface et qu'ils se sentent quand même pas super propres après. C'est ça. Donc, est-ce que C'est moi, vraiment je c'est la trouverais... trace, mais Voilà, c'est un peu un artifice, quoi. ça vaut pas une bonne douche. Après, moi, ce qui me marque quand même, c'est qu'à chaque fois, les odeurs, c'est vraiment sur les personnages principaux masculins. Et même quand il y a des alternances de chapitres où on a les point of view, donc les points de vue des personnages masculins sur les personnages féminins, leurs odeurs aux personnages féminins n'est absolument jamais décrit de la même façon. Et quoi voir n'est pas décrit. On te Elles dit sentent pas le savon. Elles sentent leur savon. Genre, elles se lavent avec un savon à la lavande et après, il va dire, elles sont la lavande. c'est ça. Donc, en fait, elles se parfument, en fait. Mais parce qu'elle a pas de personnalité. Donc elle n'a pas d'odeur. Bah, c'est un peu ça. Ce que le MMC projette sur elle, et comme en général c'est lui qui lui a Ou ce fourni qui lui fournit. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. C'est souvent Non, lui. après, dans la romance, c'est assez classique d'avoir un mec qui obsède sur l'odeur du shampoing de la meuf, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et en général, il va y avoir une scène où il lui lave les cheveux. Mon Roman Empire, c'est quand même une scène de Grey's Anatomy. Alors, on sort du spectre de la littérature, on est d'accord, mais je pense qu'au tout début de la saison 1, quand elle rencontre Meredith, quand elle rencontre Derek, il lui dit, je sais pas quoi, tu sens la lavande, etc. Et elle lui répond texto, ouais, c'est l'odeur de mon après-shampoing. C'est vrai, c'est exactement ce que tu disais, Claire, elle n'a pas sa propre odeur à elle, qui vient de sa peau à elle. Elle sent pas le sel, elle sent pas la transpiration, elle sent pas le pain, elle sent pas le cèdre, elle sent pas le musc. De toute façon, elle allait pas sentir ni le bois de santal, ni le pain, ni le cèdre. Au maximum, elle fait sentir la violette ou un truc du genre, tu vois. Non, mais tu vois, quand tu parles d'un médecin, tu peux te dire, bon, bah, elle sent un peu la bétadine, quoi. Adieu. Lucie. C'est surtout que les héroïnes, alors c'est pas toujours le cas et je fais vraiment une généralité, mais les héroïnes de fantasy sont souvent humaines, à l'inverse des personnages principaux masculins qui, eux, ont des pouvoirs, sont d'une autre race ou tout ce qu'on veut. Et peut-être que c'est aussi pour ça qu'elles ne sentent rien. Mais moi, je pense que c'est vraiment un truc qui est tellement vu et revu maintenant que quand c'est pas utile et ou utilisé, j'ai vraiment l'impression que c'est regarder, c'est sa personnalité, quoi, de sentir le shampoing à la pomme et ça me gêne vachement moins dans la romance parce que dans la romance, c'est ancré dans la réalité. C'est ce que disait Oriane, c'est que ça sent le shampoing, l'après-shampoing, la crème solaire, son parfum préféré qu'elle tient de sa mère, enfin tout ce que vous voulez. À quelques exceptions près, dans la fantaisie, à la romantaisie actuelle, en tout cas récente, on est vraiment sur des choses très répétitives, quoi. Oui, mais c'est pareil pour le reste des cosmétiques parce que les rares scènes où elles vont devoir se maquiller parce qu'il y a un bal ou je sais pas trop quoi, ça va être du kohl et un peu de rouge et De rien d'autre, genre elle s'écrase des baies sur les lèvres, je sais pas. et un peu sur les joues. Elle se les pince. Voilà. À bientôt pour d'autres conseils cosmétiques santé. Moi, ce qui me marque vraiment, c'est que depuis quelques années, c'est devenu un trope à part entière et que là où avant, ça te servait à décrire une partie du personnage principal masculin. Ok, il sent le sel et le cuir, mais ce sont quelque part un peu des vraies odeurs. Alors le sel, on peut toujours discuter de c'est des vraies odeurs, etc. Mais il sent les braises, le feu et le cuir, bon bah, sont des vraies odeurs. Il sent le musc et le pain, bon bah, c'est de vraies odeurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est des choses que tu peux identifier et qui font partie de tout. Quand tu as des descriptions à base de il sent l'hiver et le sapin, alors le sapin, je veux bien, l'hiver, qu'est-ce que tu veux décrire l'odeur de l'hiver? Ah, moi, je vois tout à fait, en fait. Ouais, même ta peau, après t'être exposée au soleil, elle sent pas pareil. Enfin, moi, je sens tout à fait ce genre d'odeur, mais bon, je vais peut-être un peu... Quand mes enfants ils vont dehors, tu sais, jouer et qu'ils rentrent à la maison, après ils viennent te faire un câlin et après ils sentent le dehors, je trouve. Ouais, exactement. Tu vois, il y a des choses je peux comprendre.
Et la transpiration propre, on peut en parler? Mais et à chaque fois, ils sentent en fait quelque part, c'est une façon vraiment de dire qu'ils sentent le propre. Non, la transpiration propre, c'est génial, c'est qu'il est viril, c'est un bonhomme, il s'est Merci Claire. dépensé, genre parce qu'il sent la transpiration mais propre, mais parce qu'il vient de se battre ou parce qu'il vient de je sais pas quoi, courir ou je sais pas quoi. Mais le propre, parce que voilà, c'est pas un clodo du coin. Mais la transpiration propre, pardon, mais à part les enfants de moins de 10 ans, qui sent la transpiration propre? Personne. Personne. Les mecs sentent ça, genre 2 minutes après avoir Alors, fini leur 2 minutes exactement. ouais, 2 minutes. Et faut pas qu'ils aient genre un t-shirt technique qui a déjà été lavé 800 fois, que à peine t'as le sourd, ça sent la transpi de la dernière fois. Quand ils vont ça. Merci, car moi je suis personnellement allée courir ce midi et autant te dire que même 2 minutes après mon run, avec mon t-shirt technique, je ne sentais pas la transpiration propre, je sentais la transpiration moisie. C'était notre take sur les odeurs des MMC. Est-ce qu'on passe au point suivant? Est-ce qu'on peut parler du trope du MMC ténébreux qui est partout en ce moment? Le genre: «Je suis trop dangereux pour toi, mais je vais te sauver 28 fois et te fixer un silence entre-temps». Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais on sent vraiment que Sarah J. Maas, elle a lancé quelque chose qu'elle ne maîtrise plus et j'ai l'impression qu'un personnage principal, masculin sur 2 maîtrise, les ombres. Bah, je sais pas quoi te dire à part que moi je suis fatiguée des Shadow Daddy, que je pense qu'il me faut que maintenant je choisis presque. Alors, contrairement à Oriane, je lis les résumés des bouquins que je lis avant de les lire. Et donc je choisis presque des bouquins où je suis sûre qu'il n'y aura pas d'ombre et de lumière et de shadow et de ce que tu veux, juste pour pas subir ça de nouveau. Je pense que je m'arrêterai à Zeden sur le Shadow Daddy, ce sera le dernier que je lirai et après je vais faire une petite pause pendant une quinzaine d'années histoire de. Qu'est-ce que vous préférez qu'il maîtrise comme, à la place des ombres, hein? Bah, moi, je trouve que le sujet, c'est pas forcément tant qu'ils soient des Shadow Daddy que le fait qu'ils sont des Shadow Daddy surpuissants. Tu sais, genre qu'ils ont des pouvoirs vraiment particulièrement machin. Et en fait, tu vois, tu es dans une espèce de représentation de la masculinité puissante, tu sais, d'un truc un peu hiérarchique avec les autres hommes, etc. Et c'est pour ça que j'aime autant le personnage de Rune dans Crescent City. Parenthèse, autopromo, on a fait un excellent épisode sur Crescent City, allez l'écouter. Mais Rune, ce que j'aime vachement dans son pouvoir, c'est que c'est un Shadow Daddy, mais un peu nul en fait. Ses pouvoirs sont vraiment pas ouf. Et du coup, je trouve que c'est hyper frais d'avoir que du coup, ça a donné de la fraîcheur au trope du Shadow Daddy, que ça soit ça sans la puissance, la menace, le machin qui va avec, quoi. Moi, je suis en ce moment en train de lire une série qui s'appelle The Legends of Tesmar de Helen Schauer. Alors, Schauer, je ne sais pas comment vous le prononcez parce que c'est très visiblement un nom allemand. Et en fait, le personnage principal masculin, il a des pouvoirs magiques, mais ils sont plus axés sur la guérison et sa propre guérison et son endurance. En gros, il a de la mana. Enfin, tu vois, genre, si tu joues aux jeux vidéo, ce sera un paladin. Il peut taper très fort et voilà. Mais c'est un peu toute l'étendue de ses pouvoirs magiques. Et sinon, à part ça, il est juste vraiment très, 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 très fort. Et il s'est beaucoup, beaucoup entraîné à jouer de la dague, jouer de la hache et à l'épée, en fait. Et c'est un super guerrier. Et alors, il reste Grumpy, donc on reste quand même sur le cliché, mais tu vois, c'est pas un Shadow Daddy et il est pas dans la toute-puissance dont parlait Oriane, en mode je claque des doigts et en fait, je te détruis, juste en claquant des doigts parce que je suis vraiment trop, trop, trop fort. Et j'ai trouvé ça rafraîchissant, en fait, le fait que le mec, ce soit un vrai guerrier. Il y a vraiment, vraiment encore des clichés. Mais on est quand même sur un truc qui est un peu plus différent du mec qui claque des doigts et qui a des pouvoirs magiques qui font que, en fait, il est tout puissant. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est pas ce que j'ai dit. Pour moi, ils sont pas tout puissants. Ils sont surpuissants. Ce qui est différent, c'est qu'ils sont pas tout puissants. C'est pas ça. Ils sont différents. Enfin, ils sont vraiment sur cette espèce de super. Donc, t'es dans l'archétype du guerrier. Ok. Rien de nouveau. Donc, visiblement, c'est toujours ça la masculinité. Ok. Et justement, c'est là que je trouve que l'exemple de Rundanan est vraiment, vraiment intéressant. C'est que non seulement il est pas surpuissant, en fait, il a d'autres qualités et ça en fait alors techniquement, c'est pas un MMC, hein, c'est plutôt un personnage secondaire, mais je pense que c'est pas étonnant qu'il soit aussi populaire. C'est le fait qu'il est beaucoup plus
en fait, il est beaucoup moins lisse. Il a plus de profondeur, il est plus en 3 dimensions, je trouve. Et c'est aussi dû au fait qu'il n'est pas surpuissant. Il a des pouvoirs, hein, voilà. Il y a une grosse épée qui brille au début, en tout cas. Mais il n'est pas parfait. Il n'est pas tout de suite dans la maîtrise de tout ce qu'il fait. Et il galère. Et c'est assez chouette de le voir galérer. Et j'aime bien, en fait, quand les MMC galèrent un peu, quoi. Ouais, tout à fait. Et il s'en fout un peu aussi d'être. Enfin, c'est pas le mal alpha, Rundanan. Il s'en fout d'être. Moi, je trouve pas, parce qu'il y a plusieurs remarques comme ça où il assume ses défauts, il assume de pas être. Il cède volontiers sa place de prince, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, de second du trône. Moi, je trouve qu'il est plutôt généreux avec. Le pouvoir qu'il a. Ouais, mais même le pouvoir politique, en fait. Ce qui est différent avec Run et qui nous le rend du coup sympathique, c'est le fait que dans la même temporalité que l'histoire de Bryce, on nous raconte que lui, peut-être 60 ans avant, ce qui est très proche de nous, il est allé chercher une épée et il l'a récupérée, et puis en fait depuis, quand il utilise son pouvoir, ça fait pfft, tu vois. Et je pense que du coup, ça nous le rend plus sympathique parce que c'est pas parce que sa construction, sa galère, quelque part, elle est contemporaine de ce qu'on lit. Alors que les autres, c'est du rapporté. C'est oui, j'ai galéré, mais c'était il y a 250 ans, donc tu t'identifies moins, en fait, forcément. Si on te raconte pas les souffrances du personnage, les souffrances, tout est proportion gardée, hein, tu mets des guillemets, mais si on te rapporte pas ce qu'il est en train de vivre à l'instant T, quel est le même instant T que l'histoire que tu es en train de lire, forcément, tu as moins de connexion. Je sais pas, tu vois, parce que pour le coup, dans Quicksilver, on nous raconte les galères de Kingfisher pendant, et vraiment. Est-ce que, d'ailleurs, je me suis souvenue du moment où Blandine, t'as été dans le déni que c'était un Shadow Daddy, c'était hyper drôle. Ça a duré quelques instants, mais c'était vraiment beau. T'as cru que c'était un interrupteur, le mec, Ouais. et pas un mec qui trisait les. C'était vraiment hyper drôle. Mais je pense que Je pense que c'était vraiment dans ce. Ouais, t'avais vraiment pas envie de ça, quoi. Non. Ça a sans doute participé au fait que j'ai vraiment beaucoup pas aimé ce livre. Écoutez, non. C'était le Shadow Daddy de trop. Oh ouais, c'était le chat de Daddy de trop. Alors, dans la partie, justement, les MMC qui galèrent, alors, je vais faire référence à un livre que j'ai pas terminé et que je pense pas terminer, mais est-ce que, et vous allez peut-être pouvoir me corriger, mais est-ce que dans le livre d'Azraël, on n'a pas un MMC qui galère grave quand même? Parce que moi, alors je me suis arrêtée à un tiers, je crois, et le mec, il est tout le temps en galère, tout le temps en trauma, il fait des cauchemars, il maîtrise pas grand-chose, j'ai l'impression. Donc, j'espère que ça s'arrange pour lui, hein. Mais ouais, est-ce qu'on va voir arriver plus de personnages principaux masculins un peu moins parfaits, quoi? Sinon, il y a. Alors, comment dire son prénom, mais Cheol dans Le Trône de Verre. Oh, moi je dis Cal. Moi je dis Cal parce que c'est le chaos. C'est un chat, ne cherchez pas. J'adore Thioval. Lui, il galère bien. Ah ouais, j'adore. Mais il y a moyen qu'il sente, je sais pas, l'ail des sources. L'ail des sources. Oh, j'adore. Oh non, mais je vais continuer le Trône de Verre si tu dis ça. C'est vraiment un galérien. Ah, c'est clair. Toi, t'as dit Keith Hitler parce que c'est un personnage qui est en souffrance totale. Oui, franchement, son arc, je le trouve génial. Fabuleux, moi aussi. Et génial. Je reviens sur le terme Shadow Daddy. Pour moi, je mets pas que les mecs qui ont le pouvoir des ombres, mais globalement, pour moi, c'est vraiment ça rassemble un peu tous les MMC qui sont mystérieux, brusques. Ouais, ténébreux, exactement. Et en fait, le schéma, c'est toujours le même. C'est tu vas foutre un mec comme ça, qui est inapprochable pour X raisons, pour ses pouvoirs, pour, je sais pas, son allure, ou voilà, il est méchant au début, ou etc. Bon, bref. Sa Les a position priori sociale qu'on a sur lui, sa position sociale, très bien. Et en fait, tout ça, c'est donc cette armure que la FMC, la Female Main Character, va devoir
démonter. En fait, c'est elle qui La va, maçonnerie, qui quoi. va faire tomber l'armure et qui va découvrir que sous cette apparence et tous ces trucs, eh ben, en fait, il est torturé, il est tourmenté, il est perclus de regrets, de culpabilité. Et là, on enclenche le syndrome de l'infirmière parce qu'elle va vouloir le sauver. Mais Et du oui, coup, C'est trop I réel. can fix Ouais, him. c'est trop réel. Ah. Mais moi, du vraiment coup, d'accord ce avec que toi. j'aime le plus, c'est comme ils sont méga costauds ou qu'ils ont cette espèce de carapace, c'est quand enfin ils galèrent et qu'ils souffrent, là, mon gars, tu prends ton pied. Enfin, toi, tu prends ton pied. Ouais, moi, je Euh, prends mon pied. les autres gens, non. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi sur le côté infirmière Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un jour Comme de référence Nightingale, hein. Ouais. C'est vraiment I can fix him. Comment elle dit Taylor Swift I can Really, I fix him, can. really I can. Et comme Claire nous le montre à l'écran, et ça vous ne le voyez pas, l'épigraphe du premier chapitre d'Onyx Storm. Alors c'est pas un spoiler. Vous vous souvenez que le mantra de Violette c'est I will not die today. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Et l'épigraphe du premier chapitre d'Onyx Storm, ce mantra est barré. On a l'impression de lire son journal, tu sais. Elle a barré I will not die today et ensuite en dessous c'est écrit I will save him. Je vais le sauver. Et c'est exactement ce que disait Claire. On bascule effectivement dans la partie syndrome de l'infirmière. Je vais le sauver. Après, c'est bien, c'est la FMC qui prend toute son ampleur et c'est elle qui tient les rênes et moi je trouve que c'est pas mal. C'est quand elle commence, alors je sais pas si elle a plus de pouvoir que lui et tout, ou si elle est plus puissante, mais quand il y a un équilibre qui commence à se faire connaître, ça peut être intéressant. De quoi on voulait parler encore dans cet épisode MMC? On avait Rissand toxique ou bébou. On peut rebondir sur les Shadow Daddy en parlant de Rissand. Ah oui, complètement. Bah, d'autant plus que Rissand de Shadow Daddy, il est pas super. Enfin, si, il est dans le premier tome d'Akotar. C'est qu'au début, il est vachement dans la manipulation et tout, et après, ça devient vraiment Dès qu'on pas commence une à le connaître. carpette, mais ça devient vraiment le mec sympa. Puis après, on bascule sur une POV différente, donc il est vu. Je veux dire, le peu de fois où Nesta il fait référence, de toute façon, elle l'aime pas. Donc, Ouais, mais même avec un autre POV, ce qu'il fait affairer sur les derniers tomes, ça reste un mec qui en fait est ultra contrôlant. Et je crois que ça touche exactement du doigt toute notre ambiguïté à nous en tant que lectrice, c'est-à-dire que on se plaint beaucoup de la carpette malédiction dès que le MMC tombe amoureux, il devient un peu en fait il devient moins toxique et ça nous plaît moins. Et du coup la question qu'on se pose nous c'est bah voilà, est-ce qu'il faut être toxique pour être excitant? Donc on parle de Luther dans Spark of the Everflame par exemple, où pour moi je sais que vous n'avez pas eu la même façon de voir les choses, mais Zedden, dans le dernier tome de The Empyrean, il passe son temps à appeler Violette Love, et franchement, c'est un lover-lover, et moi, j'ai trouvé ça insupportable, et ça m'a pas plu du tout, et Je suis dans ta team hein, là-dessus, Blandine. merci. Ouais, on est toutes dans ta team, mais par contre, petit spoiler alerte, Onyx, Ah oui. qui est pas encore sorti en français. il lui donne un nouveau surnom. C'est pas non plus. Oui, c'est pas un gros spoiler, il lui donne un nouveau surnom. Vous ne l'avez pas encore lu, ça tombe bien. Faites-en un jeu à boire. Alors, je sais pas par quoi ils vont traduire, mais faites-en un jeu à boire et vous allez finir bourré, ça va être bien. Mais du coup, à la base, ce que je disais, c'est que bah, du coup, Rissand, c'est toute l'ambiguïté en tant que lectrice, c'est ce basculement entre un mec qui est mystérieux, brun, ténébreux, et voilà, du coup, t'as envie d'y aller et tu ne sais pas. Et en fait, le moment où ça bascule et où bah, le mec brun, ténébreux et mystérieux, bah, il devient contrôlant en fait. Et à quel moment ça devient toxique? À quel moment tu t'arrêtes là? Après, il y a des gens qui sont hyper fans de dark romance. C'est pas mon cas. Peut-être qu'ils ont commencé à apprécier Akotar que sur le dernier tome. Oui, mais après, est-ce que c'est pas aussi parce que on n'a pas un narrateur omniscient dans Akotar? Non, c'est ça, c'est qu'en fait, ouais, c'est ce que Lucie disait, on change de point de vue, en fait.
il reste quand même un mec super dangereux et super mystérieux pour le commun des mortels. Bah, Mais tous les gens qui le côtoient et qui sont proches de lui, c'est pas ça. Eux, ils voient la vraie. Enfin, la vraie. En fait, dans le cas de Rysand, c'est super Enfin, on a l'impression d'être trompé parce que dans tout le tome 2 d'Akotar, il met bien l'accent sur le fait qu'elle prend des décisions pour elle, il l'a libérée d'une sorte de prison pour lui offrir, qu'elle a enfin la liberté de choix, etc., le libre Le arbitre. consentement. Ouais, voilà. Et puis dans les tomes suivants, ça rebascule. Enfin, ça rebascule. On n'est pas non plus dans la dark romance, mais c'est ce que tu disais. En fait, le problème, c'est que dans les débuts de ces bouquins, ils sont très dark, etc., et ils sont très menaçants, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on a dit précédemment. S'ils restaient comme ça, est-ce que ça virerait pas à la dark romance, en fait? Captive. Ouais. C'est ça. Et on n'aime pas la dark romance. Ben, nous, non, on n'est pas fans. Lucie, tu le fais au coming out? Non, mais j'ai pas de coming out à faire. J'en ai lu plusieurs. J'aime bien. Et ouais, il y en a que j'aime beaucoup. Après, j'ai pas lu certains grands classiques. J'ai pas lu Captive. J'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si j'ai lu Haunting Adeline, mais je ne. Non, puis moi j'ai lu tellement de trucs en Omégaverse avec des personnages tellement on est au-delà du contrôle, on est dans la manipulation en permanence, machin, que ça me fait plus rien, quoi. C'est horrible. Conseillez-moi des dark romances qui vous ont un peu trauma, que je ressente quelque chose. Bon, Lucie, elle est dans l'escalade de la violence, donc Si, Lucie, elle est désensibilisée, en fait. Je pense que j'ai très peu de difficultés à faire la différence entre ce que je lis et ce que je vis. Et c'est effectivement. Mais bon, moi, à 12 ans, j'ai lisais des Stephen King, donc si tu veux, juste, je suis là, ok. Et je suis capable de dire, ah bah en fait, ça me plaît pas, j'arrête et à mettre de côté et tout ça. Mais je sais que la plupart des gens, c'est pas le cas. Et lisez les trigger warnings, c'est beaucoup trop important et c'est important qu'ils soient. Bah, lisez les trigger warnings si vous êtes du genre à être trigger. Moi, je suis comme toi, je lis pas les trigger warnings parce que ça me fait rien. J'ai lu quelques dark romances, j'ai lu Captive, j'ai vu Hunting Adeline, les 2 tomes et tout, machin. Et en fait, bon, ça m'a pas fait grand-chose non plus parce qu'en fait, je trouve que moi, quand je dis ça, je vois un peu trop l'autrice en train d'écrire. Je vois le concept, hein, vraiment. Par contre, ce qui est sûr, c'est que comment il s'appelle déjà le MMC de Hunting Adeline, Zaid? Zaid. Ouais, Zaid. Ouais. Bon, il me fait rien. Genre, moi, je vois ce mec et je suis là, genre, pouf, quel enfer! Je vais pas t'emmerder. Oui, non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a un côté où, enfin, moi, je suis vraiment comme vous deux, les filles, et pour le coup, je suis pas trauma. À la limite, ce que je ressens, c'est oh, c'est bizarre et ça me plaît pas et j'ai pas. Ça, mais du coup, on n'a pas envie de. Enfin, moi, Mais le mec me fait pas rêver, Mm. ni physiquement, ni dans son attitude. Et je trouve ça juste trop chelou ce qu'il fait, mais ça ne me traumatise pas. On est bien d'accord, c'est ça. Ah non, mais non, moi non plus. Mais par contre, c'est marrant ce que tu dis, Blandine, parce que dans le dernier épisode, toujours sur Crescent City, je me répète un peu, mais tu trouvais que Hunt, il était pas assez toxique, tu vois. Ouais. Alors que Cassian, excusez-moi, Cassian, dans le genre pas assez toxique, le gars se positionne, hein. C'est un golden retriever. Mais oui, mais oui. Mm. Pourquoi Cassian, il a trouvé grâce à tes yeux et pas Hunt? C'est pas Hunt. J'adore Hunt, j'adore Hunt. Avec une casquette à l'envers, quoi. C'est ça, Hunt, c'est Cassian avec une casquette à l'envers. Bah, pas tout à fait. Non, il est plus trauma que Cassian. Il est plus trauma que Cassian. Ouais. Il est plus trauma que Cassian. Je pensais physiquement, moi j'étais dans la. Ah bah non, pas physiquement, c'est pas du tout la même personne. Bon, Hunt, il a les gilets lourds, il est pas brun, il est court au début du tome 1. Il a les cheveux un peu. Oui, il a les cheveux longs au début. Vous êtes superficiel. Je t'enverrai Vous êtes quelques hyper fanarts superficiel là avec Pardon, les cheveux, c'est important, ok. Je pense que c'est la façon qu'ils ont d'aborder les gens, les choses et voilà qui est essentiellement différente. C'est pas forcément le physique ou quoi. Leur différence, c'est l'humour en fait. Ouais. Parce que Hunt, c'est pas trop. Non.
Non, non. Non, alors il y a, Ah bon? il y a le fait que, alors il n'y a pas que l'humour. Il y a l'humour de Cassian. Il y a le fait qu'il flirte alors qu'il sait qu'il va se prendre une mandale, mais il flirte quand même alors que Hunt, ben non, lui, il y va genre juste surtout pas alors qu'il a envie, mais voilà. Mm. Et c'est très très long à se mettre en place et tout ça. Ce banter entre lui et Bryce sur ce point de vue-là. Ils peuvent s'envoyer des fions sur autre chose, mais pas forcément en flirtant et voilà. Euh, Hunt va pas pousser Bryce dans ses retranchements comme va pouvoir faire Cassian sur Nessa. Ah, c'est le côté coach. T'as aimé le côté Ouais, coach Cassian. ouais. Moi j'ai aimé le côté coach Cassian. Ouais, clairement. Cassian, c'est un coach de CrossFit, quoi. Ouais, Ouais, c'est clair. Mais c'est exactement. lui qui coach les Valkyries. Hein, Et un peu en mode souffrance, quoi. Tu vois, genre vraiment, tu vas en schéma grande et c'est pas grave et on y va et ça ne sera qu'une souffrance physique et voilà. Et c'est vrai que comme moi, j'aime souffrir physiquement, bah, j'étais partante, quoi. Et ça sera sans moi. Fair enough. Fair enough. Mm. Très bonne réponse. J'accepte en entier. Qu'est-ce qu'on avait encore comme thème? La taille des schlongs. Tant qu'à parler de questions, est-ce qu'on peut parler De Wingspan. de Wingspan? Exactement. Merci pour cette transition, Oriane. On peut parler, je vous ai envoyé le TikTok, je crois, mais on peut parler de ce mec qui a fait des marque-pages gradués. Alors ça, c'était exceptionnel. Des marque-pages gradués pour qu'on puisse visualiser la taille qui est référencée dans le livre qu'on est en train de lire. Et il a sorti un autre accessoire qui est, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est on dirait un marque-page avec 3 trous de circonférence différentes qui sont normalement pour mesurer les pattes, la quantité de pattes. Voilà. Mais lui, il a le fait avec des... Voilà. Et voilà, c'est le genre d'accessoire. Génial, j'adore. Bah, rien que même des meufs qui sortent 1 mètre et qui Oui. montrent vraiment la longueur. La vraie longueur, elles sont là en Ouais. mode, ça c'est 12 inches et c'est déjà raisonnable, c'est bien, genre. Non, c'est pas raisonnable, quoi, une chaise. Non, mais je sais pas, c'est n'importe quoi, mais tu vois, genre, voilà, 12 centimètres, c'est un truc classique et tout le monde a déjà vu ça une fois dans sa vie et tout va bien et tout le monde peut être en mesure de travailler avec ce genre de, tu vois. Et puis ça monte à 14 et puis ça monte à 15 et elle te montre le truc sur le TikTok en disant, bon, bah voilà, ça c'est 21 centimètres et la moyenne de tous les MMC que j'ai lus jusqu'ici, ils font tous 21 centimètres. À quel moment Avec sa tête. attends, ça réarrange mes organes internes. À quel moment? Et la fameuse phrase, quand elle l'entoure de sa main, elle n'arrive pas à faire le tour Ouais. avec l'une et parfois 2 mains. Mm. Alors, je veux bien que les SMC soient souvent petites et minces et frêles, mais quand même, quoi. Je veux bien avoir des grandes mains, mais quand même. Mais si elles sont petites et minces et frêles, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est aussi petit et mince et frêle. Et t'es là et tu fais waouh, 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 on n'est pas chez Maison du Monde ici, ce serait bien qu'on refasse pas tout l'intérieur. Tu vois? Genre Ikea, le meuble en kit, c'est de l'autre côté. Genre, ça ne me fait pas de... Est-ce que ça spark de la joy? Oui, mais quand même. Ça se passe pas que de la joy. Non, mais effectivement, pourquoi est-ce qu'ils en ont tous une grosse? Mais pas grosse, mais énorme. Pourquoi ils sont tous immenses aussi? Alors, c'est pas que long, c'est gros et long. C'est large, c'est ça. Ouais. Mais c'est Pas des troncs que- d'arbres. Mais c'est des règles à la Keaton. Putain, mais en plus, tu visualises direct un gros truc tout veineux, c'est horrible, mais qui fait ça? Non, je pense au dildo de Bad Dragon, quoi. C'est... Ah, Mais me je parle peux pas. pas. Darwin. Ouais. Moi, j'avoue que quand je le lis, je suis là, ok. Enfin, je fais un peu abstraction. Enfin, c'est la science-fiction comme tout le reste de la description ça. physique du Ouais, livre, en fait. exactement. Mais j'avoue que vous pouvez, je m'adresse aux auteurices, arrêtez, on s'en fout. Enfin, je sais pas. Pour qui c'est une valeur ajoutée? Ouais, non, on s'en fout. Et je trouve qu'en plus, en science-fiction, c'est pire. Les bouquins qu'on a lus ces derniers temps avec les aliens, etc., c'est encore pire. Je suis pas d'accord, Blandine, parce que ça, c'était hilarant. C'était vraiment hilarant. Ah ouais, I Spotted by Barbarians, on en parlait peut-être. Ouais, on pourrait faire une bulle là-dessus, c'est vrai. Hein. Ah ouais. Non, moi, là, pour le coup, c'était formidable. Hyper bien amené. Il y avait une raison. Ça apportait quelque chose à l'histoire. Non, vraiment. Rick Farm Morning Glory.
Très bien aussi, très bien aussi. Logique, Merci pour c'est la Novra qu'il en est une grosse, c'est un minotaure. C'est un minotaure. Nous n'attendions rien de moins. Moi, ce que je trouve fascinant quand même, c'est qu'ils en ont tous une énorme et en plus, ils savent tous s'en servir comme des dieux, quoi. À aucun moment, quand c'est la première fois que les deux personnages couchent ensemble, encore pire quand c'est la première fois pour la protagoniste. Donc, t'es là, c'est bon, quoi. Ok, c'est de la fantaisie, mais quand même. Et à chaque fois, c'est merveilleux. Elles ont systématiquement 4 orgasmes. Ouais, il y a rien de bizarre, il y a personne qui se cogne le nez contre l'autre. Non, mais après, faut pas oublier quand même qu'ils sont nombreux à avoir entre 400 et lire et quelques années. Bon, déjà, moi, je trouve ça fascinant qu'après tout ce temps-là, ils en soient toujours un petit peu au même la niveau levrette. sur leur kink dans leur vie sexuelle, tu vois. Moi, je pense que bon, après tout ce temps-là, à faire la même chose, bah, peut-être tu développes des kinks un petit peu spécifiques, mais non, ils restent assez vanille, hein, pour la plupart. On aime des positions assez tradies, des trucs assez simples finalement, dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs souffles, tout ça, quoi. Et surtout, tu te dis, bon, c'est vrai que même en admettant que sur toutes ces années, tous ces siècles, il y ait des petites périodes de disette, bon, bah, j'espère bien que c'est des amants corrects, les mecs, quand même. Enfin, je veux dire, ils ont pu s'entraîner, quoi. En fait, tu peux transposer à la réponse que fait Hunt à Bryce dans le tome 1 où elle lui dit c'est fun que tu saches faire à manger. Et il dit bah j'ai quand même 200 ans, ce serait un peu piteux que C'est vrai. C'est vrai. Un beau parallèle. Je trouve qu'on est passé un petit peu vite sur ce phénomène de carpette. Mais oui, je crois que la première fois qu'on a parlé de carpette malédiction, et là, on va parler de Everflame, donc c'est le moment de partir si vous l'avez pas encore lu. Mais je crois que c'est vraiment le moment où ça nous a sauté au visage, c'est-à-dire que tu avais ce personnage principal masculin, Luther, que je pense on a trouvé tout super prometteur dans le premier tome. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans les tomes et que c'est évident que il a un love interest dans le personnage principal féminin, bon, déjà, c'est un slow burn des enfers, Everflame. Donc, ça prend 3000 ans avant qu'il se repasse un truc après le teasing qu'on te fait à la fin du premier tome. Et c'est un slow burn vraiment, genre, extrêmement artificiel à mes yeux. C'est-à-dire que il y a rien qui justifie qu'ils mettent autant de temps à se pécho, si ce n'est que l'autrice a envie de garder l'attention. Pendant 3000 pages. Ouais, c'est long, 3000 pages. Et au fur et à mesure que cette tension augmente, et ben, en fait, il y a des moments où finalement ça arrête d'augmenter, puis même ça redescend, parce que le personnage qui était ce mec qui avait quand même sa propre personnalité, son propre arc, son propre agenda, ses propres buts dans la vie, etc., il se transforme littéralement en paillasson pour le personnage principal féminin. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucune raison d'exister que simplement de servir sa dulcinée. Et franchement, c'était suant, quoi, à lire. C'était vraiment, oh là là, enfin... Genre, je comprends le délire du chevalier servant. J'ai rien contre un personnage chevaleresque. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté notre épisode sur Bride, il faut aller l'écouter. Vraiment, j'aime beaucoup les personnages chevaleresques parce que je suis pas du tout déconstruite du cul. Mais je suis très déconstruite du cul dans la vraie vie, juste pas dans ce que je lis, quoi. Mais ouais, c'était vraiment chiant, quoi, à lire. Vas-y, Claire. Non, en fait, oui, ce que tu as dit, c'est la série sur laquelle on a été le plus choqué sur ce point-là, mais je pense qu'il y a d'autres bouquins où on observe ça. Oui, oui, tout à fait, ouais. On le voit un peu chez Rysand, même si après ça repart de plus belle, on va dire. Je pense aussi que c'est dû au changement de point de vue, entre autres. Mais oui, clairement, quand on a commencé à en parler, c'était Luther, hein, l'exemple parfait. Est-ce que c'est pas aussi dû, et là attention, je vais encore une fois spoiler, est-ce que c'est pas aussi dû au fait que Diem devient bien plus puissante que lui et elle évolue, elle grandit et encore heureux parce que 3000 pages, hein, je vous rappelle. Ce qui était gênant surtout, c'était le côté où, bah oui, c'est un slow burn de taré et à la fin, on est là, ah, tout ça pour ça. Je veux dire, ok, le respect, c'est très important dans la vie, c'est très important dans la vraie vie, mais au bout d'un moment, t'es là, c'est bon, quoi. Chope là contre un mur, quoi. Et il est là, tout mou, tout... Ouais, tout carpeteux.
Le paillasson, quoi, vraiment. Est-ce que c'est de la loyauté ou est-ce que c'est sa colonne vertébrale qui a disparu, quoi? C'est clairement. Et quand l'équilibre, il est plus là, quand on passe de il lui est loyal et il se battra pour elle et il la défendra jusqu'à la mort, tout ça, à elle devient sa seule personnalité. Bah, Rowan a un petit peu ce côté-là aussi, hein. Un peu moins, dans le sens un peu moins Carpette, mais le fait qu'il supporte Aileen dans Throne of Glass jusqu'au bout, jusqu'à la mort, que sa loyauté elle soit indéfectible, etc. Il a ce côté où elle est où sa personnalité. Sa personnalité, c'est de devenir un support de la personnage féminine principale. Ouais, mais est-ce que c'est pas c'est aussi dû au fait que c'est sa meuf, mais c'est aussi sa reine, non? Mm. Donc il y Non, a mais au début, c'est son élève. Et en fait, je crois qu'il y a un truc que tu as dit qui est très vrai. C'est que c'est souvent quand elle le dépasse, soit en Ouais. rang, soit en pouvoir, soit les deux, en fait. Ouais. Mhm. Du Il y a coup, une c'est lui vraiment le vrai mâle alpha. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu de ce Mais genre-là. c'est pas comme ça. Non, alors qu'elle le dépasse dès le départ. Ouais. Mais en fait, au début, ils sont sur un pied d'égalité. C'est pas son élève non plus. Non, c'est sa coéquipière C'est sa Ouais, coéquipière. Et je pense que ça change beaucoup. assignée d'office, Ouais. mais il est condescendant envers elle. Il la voit comme une partie girl. Enfin, on l'a dit dans l'épisode sur Crescent City. Il se sent Oui, quand puis même un peu attendez. supérieur à elle. Et puis, c'est la Umbra Mortis. Merci, lui, c'est quand même un guerrier d'élite, le mec. Enfin, bon, ça Attends, on voulait pas Alors que elle est gogo danseuse au White Raven, quoi, en gros, à ses yeux. Ouais. Non, c'est vrai. Donc ouais, il y a souvent aussi ce schéma qui se répète. Enfin bref, en fantasy, comme en littérature classique, je crois qu'ils ont. La question que je me pose, tu vois, c'est un peu ce truc de est-ce qu'il n'y a pas un curseur à placer un peu dans l'entre-deux entre mon mec ne partage, enfin mon mec, mon prospect amoureux, mon love interest, ce que tu veux, me rejette parce que je suis dans la phase enemies du enemies to lovers, à mon mec est devenu un canard. Parce que en fait, c'est ça, les mecs, c'est des gros canards en fait. Ouais, c'est ça, ils les suivent partout. Oui. Ouais. Et c'est comme si c'était un peu l'idéal tu sais, parce que bon, c'est ça, c'est MMC, c'est des idéaux, en fait. Ouais. C'est, Non, mais t'as raison, Oriane. C'est des idéaux. Et le truc, c'est que je pense que là où nous, ça commence à nous déranger aux entournures, c'est que dans notre réalité quotidienne, on n'est pas sur des canards et on n'est pas non plus sur des mâles alpha et qu'on a du mal à se retrouver. Je pense qu'il y a aussi ce truc de quand l'histoire, quand tout se passe bien, on n'a plus envie de lire l'histoire. Enfin, et peut-être qu'en fait, il faudrait. Et je pense que dans Spark of the Everflame, le problème c'est ça, c'est que l'autrice, elle a peut-être peiné à rajouter du challenge entre les deux Il y personnages a plus de tension. voilà, pour maintenir ce côté attente et flamme, etc. Mais qu'en fait, quand Faire et Rissand finissent ensemble et tout va très bien, et on s'intéresse à d'autres personnages et ça sert à ça, la galerie de Ouais. personnages secondaires. Et c'est pour ça aussi que c'est important de créer des personnages secondaires consistants, quoi. Ouais. Et non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais attendez, Non, t'as pas pardon. fini sur le carpet syndrome? Ah si, ça, je pense que sur la carpette, on commence à être pas mal. Notez que j'ai réussi à pas parler de Castile Danir, alors que franchement, en termes de carpette, le gars se pose là aussi, hein. De ouf. Bref, je passe là-dessus. Non, moi, je voulais juste revenir sur un truc très simple, hein, finalement, très simple. Est-ce que je peux avoir votre top 3? Parce que moi, j'adore les tops, ok? Je classe pas, je note pas mes livres, mais je pourrais noter les MMC parce que ça, par contre, c'est une passion. Est-ce que vous avez un top 3 des MMC de fantasy? Comme MMC ou comme Book Boyfriend? Bonne question. Ton top 3. Tu en fais ce que tu veux, Claire. Difficile comme ça, tu me prends à brûle pour point. Et oui, bah, le quiz tout à l'heure, c'était pas mal. Non, en fait, ça doit être un Je pense que je mets quand même Xaden dedans. Mais bon, je sais pas en quelle position. Après, moi, j'ai lu vachement moins de livres que vous, mais je mettrais quand même, je pense, Bjorn, de Un destin ancré dans le sang. Et un troisième, après, moi, j'ai lu vachement. Bah, moi, je mets Draco Malfoy des fanfictions. Voilà, désolé. Bah ouais. Je choisis pas vraiment parce qu'il y en a 1000. 50 Shades of Malfoy, quoi. Allez. Ah, c'est difficile, hein, franchement. Ouais. Alors là, je pensais pas vous coller comme ça.
Moi, bon, bah, il y a Cassien, ça c'est sûr. J'étais en train d'un peu réfléchir. Moi, j'aime beaucoup Loé dans Bride. J'ai trouvé que c'était justement celui qui, enfin, réunissait, enfin, un peu tout ce que j'aime bien en fait dans la vraie vie et chez les MMC, à savoir que et il est ténébreux et il garde une certaine part de secret et en même temps c'est l'égal de Misery euh, et, euh, et il la respecte et en même temps ça devient pas une carpette, il s'efface pas parce que pour elle pas politiquement en tout cas et pas en termes de pouvoir, genre dans leur vie privée peut-être ils seraient prêts à tout lui donner, mais ça n'efface pas ses responsabilités en dehors et du coup j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment le bon équilibre et que c'était un personnage qui était très bien écrit et qui moi me plaît beaucoup. Et un que j'aime bien et de prime abord on pourrait dire que non, c'est Daniel Arlington dans Nine House Il pensait. Ah ouais, c'est Oui. ah ouais et puis surtout c'est un MMC mais c'est pas forcément so far un love interest au Oui. tome 2. Pour l'instant. Il y a pas de il y a pas du tout d'histoire d'amour explicite. Enfin, s'il y en a, c'est extrêmement, extrêmement slow burn et je sais même pas si on peut qualifier ça de burn. C'est pas grave, on aime quand même. Mais on l'aime quand même. Ouais, non mais. Moi, je trouve que la combinaison de euh, à la fois performance académique et personnage sûr de lui et en même temps Qui lit des livres. ouais, c'est qui lit, ça me fait des choses, si tu Ah oui, veux. qui Donc, lit à moitié dans voilà. ton lit. Exactement. Exactement. Il est censé être le mentor de Galaxy, mais bon, en fait, il la laisse beaucoup se débrouiller toute seule en lui balançant de temps en temps des trucs et il vient que quand vraiment elle a besoin d'aide. Mais lisez Nine House, lisez Hellbent, lisez les deux et vous verrez que c'est un personnage qui est incroyable en termes d'évolution et de travail tout en douceur et tout en non-dit. Et je sais pas si je peux le qualifier de book boyfriend, mais j'aimerais que ce soit mon book boyfriend. Et toi, Lucie? Moi, c'est hyper compliqué parce que je pense que ça change d'une lecture à l'autre. Je rebondis complètement sur ce que dit Blandine avec Lo de Bride. Parce que voilà, il faut bien mettre un loup-garou dans le lot, mais vraiment, je l'adore. Euh, je suis en train de me refaire A Discovery of Witches. Et du coup, Matthew Claremont, oh là là, Oui. à quel point, en plus, je trouve que la série est plutôt correcte comme adaptation et Matthew Good est excellent dans le Yearning. Il est tellement fort que j'ai, voilà, ce personnage. D'ailleurs, il y a un peu ce côté, ce à quoi tu faisais référence dans Ninth House, avec ce côté presque chaste un peu, qui est dans le premier tome et donc dans la première saison de la série. Il y a tout ce moment où, comme il est très très vieux, hein. Il y a un age gap de taré, il a 1500 ans. Il est né en 500, je crois. Il est né en 500. En 500 et tourné en vampire en 537, ouais. Ouais, et ça se passe en 2018, quoi. Donc, bref, ouais, voilà. Et elle a la trentaine. Et ouais, il y a un côté. Je trouve qu'il est super bien écrit et je trouve qu'il est super bien interprété par Matthew Good dans la série. Donc, clairement, je mettrais Matthew Claremont quelque part par là aussi. Et en troisième, bah, le truc, c'est que c'est pas un MMC, mais enfin, Rundanan, je l'aime trop, il me fait trop kiffer, il me fait trop rire. Il a un look il a tellement le look du genre de mec que je kiffais quand j'étais à la fac en 2004, quoi. Donc, grosse période émo. Et voilà. Les piercings, les cheveux longs, le rasé sur le côté, les tatouages, la grosse épée. Enfin, La goth. je pense que. Et puis ce côté un peu trauma, un peu brisé et tout. Accessible, comme si j'avais la moindre chance. Mais voilà.
En même temps, comme c'est un gros queutard. Je pense que t'as toutes les chances. Et toi, Oriane, alors, du On coup? aurait pu. Rune Danan, évidemment. Dorian Avila. Je suis une très très grosse Dorian girly. Yes. J'avoue. Les mecs avec les daddy issues, envoyez-les-moi. Il est Et il est incroyable dans le dernier tome. Ouais, j'adore Dorian. J'adore. Et c'est vrai que bon, bah, Loé. L'évidence. On revient toujours à Loé, hein. Ouais, Bride. En même temps, je viens de relire Bride, hein, grâce à Claire. Donc, C'est jamais que votre 4e lecture de Bride dans un an. Ouais, le reste. Et le reste. Ceux dont tu ne parles pas. Les relectures dont tu ne parles pas. Quand tu ne relis que 3 chapitres sur... Bon, franchement, Bride, je pense que je l'ai lu 5 fois. mais ouais. Et sachez d'ailleurs que dans ce top 3, ça me coûte énormément de ne pas mettre Kyle Westfall. Ah oui, je comprends pourquoi. Je pense que j'ai pas mis Lo dans mon top 3 parce que, comme MMC, oui, il est bien, mais comme Book Boyfriend, non. Après, je trouve trop Golden Retriever, trop. À mon Bah, avis, c'est lui, toxique. syndrome de la carpette totale, quoi. Non. Mais on n'en est pas Non, encore là. oui, dans qu'il a un l'histoire. poste important dans un pack de... oui. Moi, je pense que... Non. Non. Oui, mais mon problème avec Loé, c'est que je pense qu'il a quand même beaucoup d'obligations. Il est pas très Il dispo. est pas fun aussi. Ouais, mais Misery, elle est pas fun non plus. Si, Misery est hyper fun. Elle est Misery est hyper fun. Elle est caustique, mais elle est drôle. Ouais. D'accord, c'est pas avec elle que t'iras au karaoké, ça c'est vrai. Mais par contre, J'ai besoin de quelqu'un avec qui aller au karaoké, tu vois. ouais, je suis d'accord. Je viendrai avec toi au karaoké si tu Moi veux. aussi. C'est marrant parce que moi, cet épisode, il nous a pas du tout emmené là où je pensais qu'il irait. Je pensais qu'on irait sur le fait que je trouve il y a quand même un truc assez ouf, tu vois, dans l'engouement que suscitent ces personnages, parce que t'as vraiment, enfin, tu vois, on peut en parler assez longuement. Ils sont construits, ils sont élaborés, etc. Et tu vois, sur Threads, par exemple, qui est un réseau sur lequel, moi, sur Threads, je parle vraiment quasiment que de fantasy. Je lis beaucoup de gens qui parlent de ça en français, en anglais, etc. Enfin, des gens du Bookstagram et tout. Et donc, tu as quand même très régulièrement des meufs qui repostent des classements de Book Boyfriend, des débats pour savoir c'est qui le meilleur. Enfin, tu vois, il y a vraiment ça cristallise un truc, en fait, tu vois, ces personnages qui sont des personnages de fiction, en fait, il faut le rappeler. TikTok. Ouais, ça cristallise vraiment beaucoup de choses, ces personnages-là, dans le lectorat. Et je trouve que c'est fascinant qu'en fait, ça puisse autant nous engager, tu vois, comme genre de conversation, alors que c'est des personnages de fiction, alors qu'ils sont écrits par des femmes. Ouais. Il y a un truc tu vois, aussi par rapport à l'état du monde, le fait qu'on on vit dans une société qui est sexiste, que même si il y a vachement de choses qui ont évolué sur ces dernières années, il y a encore beaucoup de misogynie, que l'inégalité homme-femme, c'est un gros sujet, y compris dans les relations, avec qu'il y a des dynamiques de pouvoir que beaucoup de féministes ont travaillé à conscientiser ces dernières années, etc. Et je trouve ça hyper marrant que peut-être encore plus pour nous qui sommes pas du tout des oies blanches, enfin tu vois, on n'est pas des meufs qui ont 20 ans qui disent ça en mode young adult, et en fait il y a quand même un truc qui nous fait triper à lire ces persos-là. Eh ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que pour préparer cet épisode, j'avais pris quelques petites notes et pour le truc de la taille des chongs, j'avais mis c'est couillon ce truc, mais en même temps, est-ce qu'on tiendrait pas notre revanche sur les standards inatteignables des top modèles qui nous ont toutes rendues au pire anorexiques quand on était ado, au mieux complexés juste de pas faire un 90-60-90 pour 1m80, quoi. C'est important de noter que tous ces bouquins sont écrits par des femmes pour un lectorat principalement féminin. Des codes. Voilà, est-ce qu'elle retourne pas un peu les codes Et maintenant, elle a des attentes démesurées. voilà, Fun. des mecs qui sont tous immenses, ouais, voilà. Non, ils sont tous grands, Ils sont tous musclés. protecteurs, mais pas trop. En fait, c'est à tel point que quand on a lu Divine Rivalité, on était toutes sous le charme de Roman parce qu'il était juste
pas grand, un peu gringalé, pas trop sûr de lui sur, certains points, Il était humain. voilà, il était juste un peu normal, quoi. Mmh. Ça fait réfléchir. C'est hyper intéressant tout ce que vous êtes en train de dire et d'essayer de dérouler. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très intéressant. Je sais pas si c'est une revanche des auteurs sur ce que nous, on a vécu en termes de complexe, parce que pour le coup, comme comme ce sont surtout des femmes qui lisent ce genre de romans, ça va pas filer des complexes à des mecs du fait de pas avoir un gros schlingue comme peuvent avoir Oui, mais est-ce que ça va pas donner des standards à des Ouais. lectrices? Ouais, mais toi, t'en connais beaucoup des mecs qui se sont tapés des top modèles. Ben non, enfin, ça court pas les rues, je veux dire, des meufs, Mais voilà. on est d'accord. Et pareil pour tout, en fait, pour l'endurance au pieu, j'en sais rien, le savoir-faire qui sort un peu de Au nulle bout de 200 ta ans. première fois, enfin, je sais pas, qui Non, mais c'est vrai, il y a un côté première t'as fois. raison, Claire. Ouais, je préfère le voir comme ça. Après, moi, je reconnais volontiers que je suis vraiment la meuf dans ce mème, tu sais, qui dit, quand elle tient son livre, tu vois le féminisme en train de quitter son corps. Bah, moi, quand j'ouvre un livre, le féminisme quitte mon corps. Ah bah Ouais, oui, le féminisme, il est à côté de moi sur les tables de nuit, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'arrive très bien à faire la différence entre la réalité et Ouais. la fiction et c'est ça qui est cool, c'est que c'est encore plus avec la fantaisie, c'est que lire tout ça, c'est un échappatoire et oui, j'aime bien quand il y a des trucs ancrés dans la réalité, j'aime bien quand je peux faire des parallèles, mais l'idée, c'est aussi de se changer, les idées. les idées, de se débarrasser, des trucs auxquels on pense toute la journée parce que le boulot, parce que les enfants, parce que la vie, quoi et c'est trop chouette, hein, mais c'est bien aussi de faire une pause. Bref, tout ça pour dire que nous sommes toutes amoureuses d'hommes écrits par des femmes et que cela fait de nous des lesbiennes. C'est très Ok. pessimement. Car si j'étais un homme, comme le dit Sylvia Dientel, eh bien, je serais romantique. Suite à cette merveilleuse référence, voilà l'heure de vous dire à dans 15 jours pour un nouvel épisode du Fond du Chaudron. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles, cela nous aide beaucoup. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, suivez le compte Le Fond du Chaudron, tout attaché. Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui tient des classements de Book Boyfriend, faites-lui découvrir cet épisode. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire, ou pas, les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire, et à bientôt!